Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, les conférences UTL et la conférence Histoire de la Bretagne en chanson du XXe siècle à nos jours, limitée à cela en tout cas, faite par Frédéric Malégol. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Oui, bonjour monsieur. Voilà. Enchanté de vous retrouver. Voilà, enchanté de vous recevoir. Et Jean-Claude Bouillant est avec nous, président de l'UTL de Guichen également. Bonjour. Et on va faire donc une petite introduction très très rapide. Présenter Frédéric Malégol, s'il faut le présenter, tout le monde le connaît maintenant, enfin bon, on le présentera quand même. Et puis un développement sur certains points de cette belle conférence. Et donc, les chansons populaires sont la mémoire de la vie des habitants des territoires. Elles expriment aussi bien le vécu que les émotions. Et ces chansons sont en général accessibles à chacune et à chacun. Pourquoi ? Bien parce qu'elles se réfèrent souvent au vécu de l'époque et aux émotions que les habitants du territoire peuvent vivre. Ceci en tout lieu, mais aussi en Bretagne. C'est une longue histoire, effectivement, que celle de la Bretagne, à travers les chants, populaires ou pas, à travers les poésies, puisqu'elles remontent à l'Antiquité, aussi bien également du côté français que de l'autre côté de la Manche. Et par exemple, on pensera à la chanson de Merlin, Baraz-Brez, qui est un poème également. Alors la culture orale aussi est importante dans la société rurale. Elle a été très très développée, elle s'est très développée. Elle continue d'ailleurs à se développer après la Révolution française en 1789 jusqu'à ces dernières années d'ailleurs. Elle continue de toute façon. On a le souvenir des frères Morvan qui parfois ont chanté, je crois, avec Nolwenn Leroy, qui est très populaire en France dans ce XXIe siècle. Et nous allons donc dialoguer avec le professeur Frédéric Malégol, qui est agrégé d'histoire et conférencier, qui nous fait l'honneur de faire de belles conférences ici et ailleurs. Et donc, sur le sujet, l'histoire de la Bretagne en chanson. Alors tout d'abord, une petite présentation de notre conférencier. S'il veut bien, il pourra le faire lui-même. Il est à Brest même, comme on dit. Et il est enseignant dans le secondaire. Il l'a été, ou il est encore. Et il a été enseignant à l'UBO dans le cadre des relations internationales et fait de nombreuses conférences très didactiques. Est-ce que vous pouvez compléter, Frédéric, si vous le voulez bien? Oui, monsieur Saillag, il n'y a pas de souci. Merci, en effet. Donc, en effet, ça fait quand même presque 10 ans déjà que je parcours la Bretagne et souvent l'Île-de-France, donc pour des conférences, des cours de géopolitique. Et aussi de plus en plus, donc je développe des compétences en termes donc de visioconférence pour justement permettre d'accéder à tous à la culture. Il faut souvent penser à ce qu'on appelle les publics empêchés qui ont du mal à se déplacer. Donc c'est un moyen de promouvoir une culture que je qualifierais de populaire. C'est-à-dire mon but est vraiment de vulgariser l'histoire pour donc la rendre compréhensible à tous et à toutes, avec donc justement souvent l'apport de la chanson populaire, qui est un formidable reflet de nos mentalités en fait. Donc c'est ça un peu ce que je fais depuis presque 10 ans et que j'apprécie beaucoup, avec en effet donc la possibilité de rencontrer des gens adorables que les membres de l'UTL de Guichen notamment. Merci. Merci pour l'UTL de Guichen, comme vient de le dire Jean-Claude Bouillant, notre président. Donc voilà, c'est important effectivement, l'utilisation des visioconférences est d'un apport important puisqu'elle permet de potentialiser nettement les aspects didactiques sur des thématiques tout à fait variées, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait bien. Alors, développement, dans ma petite introduction, je m'étais permis de remonter à l'Antiquité. Vous avez limité, et c'est déjà très bien, votre conférence au XXe siècle, au début en tout cas,
jusqu'à maintenant. Vous avez quelques éléments sur l'Antiquité, à l'époque celtique déjà, on chantait, il y avait des poèmes, oui. Sûrement. Après, je vous avouerai que je suis vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans l'histoire contemporaine, donc j'ai pas d'énormes sources. Après, la culture orale, elle existe en effet depuis la nuit des temps, depuis les Celtes sans doute en Bretagne. Si vous avez vraiment quelque chose à découvrir, c'est le fameux Barzaz Braise du conte de la ville marquée, qui avait justement donc recensé au XIXe siècle, eh bien donc toutes ces chansons qui se transmettaient de génération en génération. Depuis en effet les temps celtes. Et dans ce cadre, je saluerai alors les travaux donc de recherche de Donatien Laurent, aux sources du Barzaz Braise, où il a vraiment donc bien mis en avant que les origines étaient en effet donc très très anciennes et que c'est pas juste une invention d'un intellectuel fasciné par la culture bretonne au XIXe siècle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant en Bretagne, cette culture. Mais c'est vrai que moi je me suis concentré sur le 19e, surtout sur le 20e siècle. D'une part parce que c'est ma période de compétences, et d'autre part parce que en fait vous venez de le dire, je suis brestois. Vous savez, les Brestois, c'est un peu particulier. Ils ont plus une culture française que bretonne, donc je suis pas du tout bretonnant et encore moins gallo. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment dû me concentrer sur la perception française de la chanson de la Bretagne. C'est ça qui m'intéressait en fait. Même si bien sûr il y a un énorme apport avant. Oui. À cette époque, il y avait des relations importantes avec de l'autre côté de la Manche, avec la Cornouaille, entre autres. Oui, sûrement. Beaucoup. Ça se développait beaucoup. Oui. Ok. Alors, on va commencer. Voilà, parce que donc, il y avait tout un courant, d'ailleurs, au début du XXe siècle, on appelait le courant pan-celtique, où le projet, en fait, c'était pas vraiment une Bretagne indépendante elle-même, mais une Bretagne qui fédérait tous les peuples celtes. Oui. Peut-être qu'on y reviendra, mais ce pan-celtisme existe toujours dans l'esprit de certains Bretons ou pas? Ça reste peut-être, sans caricaturer, une sorte de fantasme peut-être pour certains intellectuels, puisque ceux qui sont vraiment attachés. Après, ça reste vraiment une grande marginalité pour moi. D'accord. Alors vous commencez aussi votre conférence, si j'ai bien noté, par Théodore Botrel. On a une rue à Guichen, on a des rues Théodore Botrel un peu partout d'ailleurs. En Bretagne, qui était né à Dinan, avec la fameuse chanson La Pimpolaise, dont vous en avez parlé aussi à une autre conférence également récemment. Et 400 titres quand même, Théodore Botrel, c'est énorme. Oui, en fait, c'était un des grands chanteurs à la mode du début du XXe siècle. Et il jouait donc beaucoup sur le folklorisme breton pour séduire, en fait, on va dire le public parisien, parce qu'en fait, c'est un immigré, si on peut dire, à Paris, et c'est comme ça qu'il connaît ce succès, en jouant sur le folklorisme. En effet, à l'époque, on a cette vague folkloriste partout en France, à cause donc, justement donc de ce puissant exode rural vers les grandes villes, notamment vers Paris, et d'autre part parce que la France impose ses normes, sa scolarisation, son service militaire, qui fait qu'en fait, très très vite, la Bretagne est en voie d'uniformisation, donc c'est une sorte de réaction qui est liée à ça. Mais l'hymne breton, lui, il apparaît dans les années 1850 par là, je crois, non, c'est ça? Oui? Non? Moi, j'avais vu vers 1800, plutôt fin 19e. D'accord. Et les paroles étaient strictement en breton. Elles ont été adaptées en français, je crois, par François, j'ai lu un peu, Jaffrenou, c'est ça? Oui, oui, Jaffrenou. Dit à le dire. C'est ça. Donc, ils sont nommés le barde breton aussi. Oui, d'accord. On va pas, si vous voulez voir les paroles, vous pouvez aller sur Internet. Oui, c'est le gros Goz Mazadou. Oui, tout à fait. C'est la même musique pour l'hymne national gallois, donc on voit bien ici. Oui, c'est exactement la même mélodie, c'est ça, tout à fait. C'est exactement la même mélodie, pour rappeler cela. Oui, c'est ça. Et c'est inspiré d'un cantique, ce qui rappelle aussi d'ailleurs la forte religiosité des Bretons. D'accord, merci. Alors, à cette époque-là aussi, il y avait une opposition importante entre la christianité de certains Bretons et l'évolution, on va dire,
laïque de l'ensemble de la société française. Et vous parlez de... J'ai pas bien compris, peut-être dans le cadre de cette conférence, peut-être ça va aider aussi nos auditrices et nos auditeurs, vous parliez d'Eugène Weber, de la fin des terroirs. C'est un peu ce qu'il voulait dire, oui? En fait, il faut surtout travailler sur Michel Lagré, qui était d'ailleurs professeur à Rennes, peut-être que vous le connaissez, et qui lui donc a travaillé sur religion et culture en Bretagne. D'accord. Où il explique en fait que, oui, en effet, nous, la Bretagne, nous les Bretons, nous étions vraiment donc ancrés dans nos traditions, et qu'elles se sont retrouvées donc en porte-à-faux avec ce que dit donc Eugène Weber, la fin des terroirs imposés par la France, où bien le processus donc de scolarisation, de service militaire, et aussi les chemins de fer, la presse, je dirais donc ont uniformisé culturellement la France, et donc les provinces qui étaient un peu à l'écart, comme la Bretagne. Il y avait interdiction de parler breton à cette époque-là. Alors, interdiction de parler breton, notamment à l'école, bien sûr. Tout à fait, à l'école. Dans la rue, on ne pouvait rien dire quand même. On ne pouvait pas verbaliser quand même. Pour moi, je ne sais pas, après je spécialise de tout, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de discrimination là-dessus. D'accord. Et aussi certaines chansons qui donnaient une image un peu négative de la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une vision très coloniale de la Bretagne, comme on pouvait avoir des chansons sur les Africains, les Maghrébins que nous dominions, ou les Tonkinois et les Indochinois. En fait, simplement, les Français considèrent avec un peu condescendance, ces peuples considérés comme un peu arriérés, d'où des chansons paillardes pour discriminer, ridiculiser notre peuple, comme les filles de Camaret où ils ont des chapeaux ronds. Les ploucs bretons de l'époque. Oui, Jean-Claude, tout à fait. Et c'est de là que vient le terme de plouc. Plouc, ça veut dire paysan, je crois, non? C'est ça, non? Ouais, plouc, en fait, c'est quelqu'un qui habitait dans une commune. Oui. Avec ce fameux préfixe plou. Plouinec, Plouguerneau, etc. Donc c'est l'honneur, en fait. Oui, tout à fait. Donc ça se rattachait à la Bretagne profonde. Et puis finalement, après la seconde ou après, la Première Guerre mondiale, il y a eu une sorte d'élan patriotique qui a touché toute la Bretagne. En effet, vous l'aviez bien dit, 120 000 Bretons sont décédés au cours de ce conflit, c'est-à-dire 33% des effectifs des appelés français, c'est ça? C'était 22% des soldats bretons mobilisés, beaucoup plus en fait que les soldats français, puisque 16% des soldats français mobilisés sont morts au combat, et nous c'est 22%. Et c'est lié en fait au fait que, non pas par racisme évidemment, on a mis les Bretons en première ligne, mais simplement parce que les Bretons étaient essentiellement des paysans, donc ils étaient mis dans l'infanterie. Alors que souvent, par exemple, les Parisiens, les gens du Nord, avaient des spécialités techniques, comme mécaniciens, électriciens, donc on les mettait en arrière, parce qu'on avait besoin d'eux pour leurs compétences. Donc, les Bretons étaient en avant, pour beaucoup. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de compétences, ils étaient agriculteurs. Oui. Et donc, progressivement, on a mis les Bretons sont rentrés, on peut dire, dans le moule français, quoi, quelque part. Ah bah complètement, ça, en fait... c'est pas l'expression que j'appelle moi en fait, il y a eu une sorte donc d'intégration par le sang et par les larmes. Par le sang parce que évidemment vous avez compris, on perd beaucoup de soldats, par les larmes parce que en même temps les milliers de veuves et d'orphelins obtiendront une pension de la part de la France, ce qui va aussi donc permettre une sorte donc d'intégration et d'assimilation par l'argent, et puis tout simplement parce que le travail de sabre réalisé par l'école républicaine va faire son effet. Oui. Et c'est en effet, progressivement, nos petits Bretons vont devenir de bons petits Français, complètement donc, je dirais donc formatés par la culture républicaine. Et quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est juste le fait que, en effet, il y avait une véritable acculturation française imposée à la Bretagne. Et donc, comme vous le disiez, quelque part, l'accordéon remplaçait la bombarde, c'est ça? Complètement. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de gavotte-musette. Oui. C'est qu'en fait, les Bretons, dans les années 30, allaient encore au bal, dansaient la gavotte, mais plus au son du biniou de la bombarde, mais au son donc de l'accordéon. C'est extraordinaire, quand on y pense. Et donc on va continuer dans le temps. Ensuite est arrivée la Seconde Guerre mondiale avec des drames assez importants.
différents, mais aussi très importants, notamment des villes qui ont été pratiquement dévastées. On pense à Brest, on pense à Rennes, à Lorient, effectivement. C'est un bombardement, parfois allemand, mais parfois américain, je crois, aussi. Bien sûr, sur la fin, oui, parce qu'il fallait bien déloger surtout d'ailleurs, surtout les Américains, parce qu'il fallait déloger donc les soldats allemands qui résistaient jusqu'au bout. Donc, comme beaucoup, la population, c'est la population qui prend. On connaît aussi dans l'actualité actuellement ce qu'il se passe. Et donc, ensuite, les choses ont commencé à évoluer de 1945 à 1970 avec l'apparition d'une certaine nostalgie. Comment vous expliquez cette apparition de cette nostalgie ? En fait, je pense que c'est une sorte de réappropriation intellectuelle et culturelle des apports du passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Edgar Morin qui dit ça, hein, c'est parce que le passé est bien mort qu'il ressuscite esthétiquement. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est plus les grands-pères que vous avez connus qui étaient dans leur ferme et qui baragouinaient en breton et qui gardaient un peu le souvenir de cette Bretagne un peu archaïque, mais c'est vous, votre génération, hein, celle née d'après-guerre, qui redécouvre, je veux dire, la culture réelle et donc l'approprie, mais avec je dirais, des éléments de modernité. Et donc l'exemple parfait, c'est bien sûr ce qui se passe avec Alan Stivell. Alan Stivell, évidemment, hein, donc eh bien il va se réapproprier de manière moderne avec des instruments comme la batterie, la guitare électrique, et bien des éléments artistiques et culturels évidents. C'est vrai que ce que disait ou s'écrivait Edgar Morin, qui, rappelons-le, est toujours parmi nous, hein, il est né en 1921, génial. Hein. Et c'est presque un sujet philosophique. Il faut parfois avoir pris conscience que certaines choses, certaines traditions ont disparu pour essayer de les faire renaître. Souvent, c'est souvent un sujet intéressant. Ensuite, bien ça va être une renaissance, comme vous venez de le dire, culturelle, musicale, linguistique aussi, puisque maintenant le breton est enseigné à nouveau à l'école, hein, sans problème, à l'université même également. Lycée, collège, partout quoi. Ouais. Donc vous aviez parlé d'Alan Stivell, qui lui est d'origine auvergnate, bien que d'origine auvergnate, eh bien il a beaucoup agi pour la culture bretonne avec la renaissance de la harpe celtique, hein, c'est ça. Tout à fait. Ensuite, on va vers un versant un peu plus politique, notamment avec Glenmore, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après, c'est un peu une sorte donc de prolongement de la revendication culturelle. On va avoir donc aussi des revendications politiques, à l'époque parfois un peu radicales, comme la volonté d'indépendance, etc. Comment dirais-je, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus modéré, hein. C'est plus trouver un peu plus d'autonomie, mais ça reste quand même aujourd'hui un attachement à la France. Hein. Vous aviez fait écouter la chanson de Gilles Servat également, La Blanche Hermine. La Blanche Hermine. Une chanson très nationaliste. Bon, il y a eu des attentats dans les années 70-75, par là, des attentats, excusez-moi, du FLB, et ensuite est apparu l'UDB, c'est ça, une nouvelle tendance nationaliste. L'UDB qui était un peu la version politisée, je dirais, entre guillemets, plus modérée que celle du FLB, qui existe toujours, l'UDB. Toujours, oui. Et puis il est présent au conseil régional, il est présent... Oui, je crois qu'ils ont 5%, entre 5 et 10% des... Oui, toujours, ils ont toujours des élus. Dans les conseils municipaux, souvent, ils sont aussi présents. Hein. Tout à fait. Et puis apparaît progressivement un véritable renouveau économique dans les années 75, avec l'afflux, quelque part, d'actifs, parce qu'il va y avoir création d'emplois, et puis l'afflux de retraités pour beaucoup des Bretons qui étaient à l'extérieur et qui reviennent en Bretagne. On va noter notamment le développement des chantiers de Saint-Nazaire, c'est ça? Oui? Non? Tout à fait, ouais. Puis il y a aussi l'effet clairement affiché de la politique de décentralisation de l'État français, qui encourage en effet
l'installation d'entreprises qui étaient avant à Paris à travailler en Bretagne, comme je sais pas, Citroën à Rennes ou la Thomson à Brest aussi. Ouais, oui, absolument. Donc avant, on était très très jacobin au niveau du gouvernement, puis les choses sont un peu évoluées, quoi. Développement aussi du tourisme. Vous nous citiez 400 000 touristes, c'est ça, en 1930, et puis oui, là, je sais pas combien on est là, mais c'est un succès considérable. C'est une invasion de touristes, mais c'est super. Donc, à tel point que l'on parle, je crois, de la braise. Vous avez utilisé le terme de braise riviera. C'est pas un terme de moi, ça vient. C'est en fait un terme de, comment dirais-je, de promoteurs immobiliers, des agences de voyage pour essayer de séduire les touristes, en fait. Avec le mot Riviera, ça tout de suite, ça parle, ça, quelque part. Ah, bah oui. Oui, c'est sûr. Bon, beaucoup de chansons. Vous avez passé Laurent Voulzy, Rock Connection, où il nous parle de Saint-Malo, L'été sera chaud, et Richard Den qui nous parle aussi de Saint-Malo. Qui sont bons les vacances et la futilité. Ça revient aussi donc notre intégration, je dirais, au grand circuit national français, touristique et économique. Ouais. Et puis Renaud qui nous met bien en avant l'esprit breton dès que le vent soufflera, c'est ça. Voilà, l'esprit d'aventure aussi qui existe. D'accord. Alain Souchon, le bagad de l'âne Bioué. Oui, parce que c'est intéressant de comprendre en fait que donc on est quand même en voie un peu, donc on est complètement intégré bien sûr aux grands circuits économiques mondiaux, mais on reste toujours un petit peu à part. C'est un peu ça donc l'apport de la fin de la conférence, c'est de se dire en fait que quand on est en Bretagne, on n'est pas, je dirais, dans une espèce de globalisation touristique ou économique banale. On est toujours un peu à part grâce à la beauté des paysages, grâce à notre culture particulière, même nos mentalités, qui font que c'est un ailleurs qui reste encore un peu particulier, on va dire. Oui. Alors, on parle souvent de notion d'identité pour un peuple X, Y ou Z, peu importe. En soi, il existe une identité bretonne, bien sûr, mais comment, enfin peut-être que c'est peut-être une étude sociologique qui a été faite, sûrement. C'est une discussion que nous avons là actuellement. Est-ce qu'être breton est perçu pour certains tout à fait comme compatible avec le fait d'être français? Et est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça ne l'était pas pendant un temps, au moment des mouvements tels que le FLB ou autres. Actuellement, comment vous ressentez les choses par rapport à ça? J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins donc, de velléités indépendantistes en Bretagne, puisqu'on comprend évidemment que dans cette mondialisation, cette globalisation quand même qui est quand même parfois un peu asservissante, il vaut mieux être breton en France, breton dans l'Union européenne, face en effet à la dangerosité du monde très chaotique actuel, quand on pense bien sûr à tous ces prédateurs que peuvent être de Vladimir Poutine, Xi Jinping ou les États-Unis de Donald Trump, qui évidemment fouleraient aux pieds la moindre idée d'indépendance. Mais c'est cette idée en effet que il faut savoir garder nos spécificités, tout en conservant en effet un ancrage français mais aussi européen. Pour moi, ça me paraît évident. Tout à fait. Vous finissez par deux belles chansons, deux ou trois, en tout cas je me rappelle, bretonne de l'album bretonne de Nolwenn Leroy. Je ne suis pas parisienne. Je ne serai jamais ta parisienne. Je ne serai jamais parisienne. Une histoire d'amour avec c'est bien justement une bretonne exilée à Paris, mais qui au bout du compte se retrouve toujours plus bretonne que parisienne sans doute. Et enfin la belle chanson aussi, Belle-Île en mer de Laurent Voulzy. Laurent Voulzy qui n'est pas breton mais qui a bien porté. Qui vit en Bretagne. Et qui vit en Bretagne, dans le Morbihan, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, Frédéric Malégol, bien on finit en général en demandant à notre invité, par rapport au sujet en question, si vous avez un message à adresser à nos auditrices et nos auditeurs. D'accord, merci déjà de m'avoir écouté là, pendant quelques instants. Mais surtout rappeler que il faut être fier d'être breton, mais que cette fierté ne doit pas être exclusive et renfermée, que c'est une bretonitude, comme on dit, ouverte, tolérante sur doute les autres peuples, pour justement qu'on conserve nos marqueurs identitaires très puissants. C'est aussi savoir respecter les autres cultures. Ça me paraît tout à fait évident. Donc c'est un message en effet donc de tolérance sur lequel je voudrais insister.
Merci beaucoup Frédéric Malégol. Oui, la tolérance, Voltaire entre autres, et se rappeler effectivement que la protonitude est quelque chose d'important, et finalement la différence ne peut qu'enrichir, et donc accepter le dialogue avec les autres cultures tout en gardant la sienne. Ça paraît essentiel. On vous remercie beaucoup. Merci M. Sayag, merci M. Bouillon. Passez un bel été. À vous aussi, passez un très très bel été, pas trop chaud, c'est pas le cas actuellement, et à Brest en général, vous avez un peu d'air en général. Ça devrait être bon. D'accord. Un très très bon... Au plaisir. Bon été, et au plaisir, on sera heureux de vous retrouver bientôt. Moi toujours aussi, toujours chouette de venir vous voir. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. Bon été. Au revoir. Au revoir. Bon été. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.